Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de Parole. Une émission qui aura bien porté son nom aujourd'hui puisque nous recevons, nous allons parler de la monarchie. Alors, autour de moi, j'ai 3 représentants de ce courant d'idées monarchie. Donc Sylvain Durin, merci d'être là. C'est un courage de faire une émission sur le royalisme aujourd'hui. Oui, bravo à toi. J'y viendrai. Alors justement, c'est un petit pied de nez aussi parce que certains ne sont pas toujours d'accord avec les invités que nous recevons. Je trouve ça une conception assez limitée de ce qu'est la démocratie et la liberté d'expression. Donc ça me fait bien plaisir de vous avoir aujourd'hui. Tu fais preuve d'ouverture d'esprit et c'est très bien. Ça me fait bien plaisir. Merci d'être là. Jean-Marie Cuny, bonjour. Bonjour. Et j'ai oublié le nom tout d'un coup. Philippe Schneider est avec nous aussi. Merci d'avoir accepté. Sur le bulletin, c'est facile. Moi, j'ai pas pensé à me revu. Ça commence bien. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de votre mouvement, votre courant d'idées. Tout de suite, alors... Pour parler un petit peu de l'actualité, sachez que le 20 janvier dernier, une foule se rassemblait devant la chapelle expiatoire dans le centre de Paris. Une messe était organisée en hommage de Louis XVI et Marie-Antoinette, inhumés en 1793, en présence de Louis de Bourbon. Louis de Bourbon dit Louis XX, 44 ans, descendant direct de Saint-Louis, d'Henri IV, de Louis XIV, et qui se dit prêt si les Français décidaient à l'appeler aux responsabilités. Alors une orthodoxie dans un pays qui depuis plus d'un siècle a porté haut les idées républicaines. Je vous propose donc aujourd'hui de rencontrer ces irréductibles Français pour qui l'idée monarchique ne se conjugue pas nécessairement au passé. Alors peut-être un premier tour de table pour vous rapidement, en quelques mots, nous dire qu'est-ce que la monarchie pour vous, qu'est-ce que le courant... Alors, et peut-être nous faire une explication entre le courant royaliste et monarchiste, si tant est qu'il y en ait un. Je vous laisse faire un tour de table et puis ensuite on ira un peu plus à propos. Philippe Schneider. Bon, déjà, C'était un sujet qu'on ne voulait pas tellement aborder, mais enfin bon, passons. Le roi Louis XVI a été assassiné, donc vous savez, le 21 janvier 1793. Et a eu lieu donc à Paris une messe le 21 janvier à Saint-Germain-l'Auxerrois, qui était donc la paroisse des rois de France, en présence du duc de Vendôme, et son père n'a pas pu venir, le comte de Paris, parce qu'il est mort le même jour. Tout un symbole. Donc il aura fallu attendre 2019 pour que les orléanistes et les légitimistes se remettent d'accord. J'ai vu un tweet de Louis XX. Il y a des rapports entre les deux familles, évidemment. Mais donc, Henri VII est mort, comte de Paris. Jean IV a repris Duc de Vendôme a repris le titre de comte de Paris. Et pour nous, le chef de la maison de France. Donc, ceci dit, votre question entre monarchie et royalisme. La monarchie peut être républicaine, c'est le pouvoir d'un seul. C'est le grand juriste Maurice Duverger qui avait parlé de la monarchie républicaine en parlant justement de la Ve République. La monarchie républicaine est le pouvoir d'un seul, un seul personnage gouvernant le tout, le président de la République en l'occurrence, et tout ce qui concerne la vie du pays. Enfin, sauf évidemment ce qu'il a abandonné aux instances européennes aujourd'hui. La monarchie royale, donc, c'est couronné par un roi héréditaire, où le roi joue le rôle d'arbitre, a des pouvoirs en ce qui concerne ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens, c'est-à-dire essentiellement affaires étrangères, défense, justice. Le premier, d'ailleurs, les pouvoirs régaliens et la justice. La monnaie, qu'on n'a plus en France. Par contre, tout le reste doit être géré par les habitants du pays. Dans leur province, dans leur ville, dans leur métier, dans leur
dans leurs associations diverses, etc. Oui. Le roi n'intervenant qu'en rôle d'arbitre en cas de conflit. D'accord, donc monarchie, une question Monarchie d'arbitrage. royale. D'accord. Surtout d'arbitrage. Alors, moi, ce qui m'étonnait en préparant cette émission, c'est que des sondages ont été effectués auprès de la population française. Alors, ils valent peut-être ce qu'ils valent, hein, les sondages sont toujours sujets à questionnement, mais on s'aperçoit tout de même qu'une partie non négligeable de la population française serait prête à voter pour un candidat, notamment dans différentes élections, qui se revendiquerait du royalisme ou de la monarchie. On s'en étonne dans un pays où quand même ce courant d'idées, il faut quand même le dire, est assez discret, en tout cas n'a pas tellement vent en poupe, mais qui quand même suscite l'intérêt, notamment chez les plus jeunes de nos concitoyens. Donc je me tourne évidemment naturellement vers toi, Sylvain. Qu'est-ce que signifie être monarchiste aujourd'hui pour un jeune en France ? Alors à mon avis, c'est pas du tout étonnant que le peuple français puisse se retourner à l'avenir vers un roi. Tout simplement parce qu'on se rend compte que le sentiment royaliste a baissé à partir du moment où il y a eu la Ve République. Et qu'est-ce que la Ve République ? C'est un espèce de miroir du royalisme, avec cet homme qui est élu directement par le peuple et qui a plus ou moins tous les pouvoirs. On dit que le président français est un des chefs d'État les plus puissants dans le monde. C'est lui qui a le plus de pouvoir. Et du fait que cette Ve République se délite, je pense qu'à l'avenir, les gens se retourneront vers la vraie figure, en fait. La figure du roi. Donc, à mon avis, le royalisme a beaucoup d'avenir en France, quoi. Je pense. Est-ce que vous partagez cette idée-là, dans le sens où... alors c'est vrai que la monarchie en Europe n'est pas quelque chose de comment dire, c'est quand même partagé par plusieurs pays. Quasiment la moitié des pays européens vivent sous la monarchie, ou en tout cas soit une monarchie, soit on pense aussi au Grand-Duché du Luxembourg et autres. Est-ce que vous pensez qu'en France, alors même qu'on voit bien que l'idée républicaine s'est quand même installée, et, quand même à mon avis assez durablement, qu'il y a quand même tout cet héritage hérité de la Révolution française qui a façonné aussi les conceptions qu'on peut avoir de la vie politique et de l'organisation de la société. Est-ce que vous pensez, comme Sylvain, que la monarchie peut avoir un avenir aujourd'hui ? Et si oui, sous quelle modalité ? Je pense qu'elle a un avenir. Bon, à nous un peu de le proposer justement aux Français, c'est notre rôle en tant que mouvement royaliste. Et puis, je rejoins un peu ce que disait Sylvain, et je vais le rejoindre sur 2 points. C'est que là, déjà, effectivement, la Ve République a montré qu'il y avait nécessité d'un pouvoir fort au centre. Le problème, c'est qu'il ne laisse pas les libertés. Ce qu'un roi pourrait faire. Et je pense que profondément, les Français ont besoin, les Français qui sont composés de familles, les Français sont composés de familles diverses. La France est pour moi une famille de familles. Et ce qui manque au sommet, c'est la famille royale, avec son père, le père de la nation, le roi de France. Et ça, c'est inconscient chez les Français, mais beaucoup quand même sentent ce besoin. Je trouve que ça se voit quand même dans le processus électoral. L'anthropologie française n'est pas faite pour les élections. On s'en rend bien compte aujourd'hui. Par exemple, en Italie, ce que font les Gilets jaunes en France aujourd'hui, les Italiens l'ont fait dans les urnes. Nous, on ne sait pas voter. On est un peuple qui, pour moi, d'après mes travaux en tout cas, qui est anthropologiquement monarchique. On ne sait pas voter ce qu'on n'arrive pas à mettre dans les urnes. Aujourd'hui, on le met dans la rue, dans les Gilets jaunes. Mais on n'est pas un peuple fait pour les élections. On est par les médias, par la propagande républicaine, que les gens nagent un petit peu. Alors ils suivent avec intérêt les monarchies, notamment anglaises, qui est très éloignée de la nôtre. Mais il y a de quoi faire. Et on parle de différentes tendances. Mais en fait, ce qui compte, c'est le principe. C'est le principe royal. Et pas les querelles entre telle tendance ou telle tendance, parce qu'on s'en sort pas. C'est la guerre des partis, autrement. C'est vrai que dans le courant monarchiste français, il y a plusieurs familles aussi, entre ceux qui
qui se disent du légitimisme, hein, donc ceux qui défendent l'arrivée au pouvoir des héritiers de la famille des Bourbons, les orléanistes et les bonapartistes. Moi, ce que je me posais comme question, alors mettons en bonapartiste, ça pourrait pas rentrer dans ne rentre pas là-dedans. Ça peut pas rentrer. Le bonapartisme est une suite de la République. Oui. Et Bonaparte, même en se saignant d'une couronne impériale, n'a fait que prolonger la Révolution. Il a amené la Révolution dans toute l'Europe. Exactement. Et il l'a amené dans toute l'Europe. Le désordre vient on de ne là. peut pas comparer. Mais je vous laisse réagir. C'est vraiment, j'ai l'impression, moi je ne suis pas représentant du royalisme, je m'y intéresse par rapport à mes travaux. Et puis je suis devenu royaliste par mes travaux. Mais j'ai l'impression que c'est surtout légitimiste contre orléaniste. Mais j'ai aussi l'impression, pour vous côtoyer, Jean-Marie et Philippe, que les querelles sont, j'ai l'impression, derrière nous, un peu. La volonté est plutôt à l'unité, j'ai l'impression. Vu un peu d'extérieur, je ne sais pas si c'est vrai. Le comte de Chambord, qui était héritier des rois de France, disait « Ma personne n'est rien, mais le principe est tout ». Voilà, ça résume tout. Alors la question sur le principe, alors faisons un peu de politique fiction, imaginons que la France rétablisse une autorité monarchique. Est-ce qu'il faudrait, dans nos temps présents, le rapport entre monarchie et démocratie, c'est ça qui m'intéresse davantage. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, une monarchie constitutionnelle en gardant un parlement, avec des pouvoirs parlementaires, une sorte de régime parlementaire à l'anglaise, où le principe électoral ferait dégager des tendances politiques avec cette figure du roi comme élément de continuité, ou est-ce qu'il faudrait que l'autorité royale soit rétablie dans son principe également, avec un pouvoir politique du souverain? Comme je le disais tout à l'heure, la monarchie royale française part du principe que le roi a certains pouvoirs régaliens et laisse libre les gens de s'organiser comme ils le veulent à tous les niveaux, avec le maximum de liberté. Ce que peut permettre d'ailleurs un monarque qui n'a pas à se faire réélire tous les 5 ans. Oui, bien sûr. Lui, il a le temps devant lui, donc il peut laisser les gens libres de s'organiser. Et c'est là où on peut rétablir les véritables démocraties, avec des provinces qui ont réellement des pouvoirs de s'organiser, les communes également, qui n'en ont plus là, aujourd'hui, de moins en moins. Oui, mais ça, l'organisation républicaine pourrait le permettre avec une décentralisation. C'est ce qu'on sait. Les décentralisations sont complètement fausses parce que financièrement, c'est toujours l'État qui gouverne. Donc les communes, et en plus, il y a les lois qui sont identiques, établies par l'État, identiques pour toutes les communes, pour toutes les provinces, pour toutes les professions. Alors, c'est là qu'il faut rendre la liberté aux Français, les libertés aux Français. Donc ça voudrait dire que des provinces pourraient s'auto-administrer, définir leur... domaine régalien. Donc définir également une législation... Les affaires étrangères, tout ça, c'est pas... Oui, mais ça voudrait dire qu'alors sur un même territoire, sur un même pays, différentes législations pourraient être en vigueur sur différentes parties du territoire. Comment est-ce que vous conjuguez ça aussi avec l'égalité entre... alors là, du coup, ce serait plus entre citoyens, mais entre sujets. Et comment harmoniser aussi tout, parce que ce qui me semble faire aussi l'unité d'un pays, c'est être sous l'empire des mêmes lois et des mêmes droits et des mêmes devoirs. Des grands principes, la justice, avant la Révolution. Par contre, qu'il y ait des applications différentes d'une province à l'autre, pourquoi pas? Ça ne me dérangerait absolument pas. C'est ce qui existait sous l'ancienne monarchie, hein. Là où la République en fait veut indifférencier l'individu, entre l'individu et l'État il n'y a rien, le royalisme ou la monarchie permettrait justement la diversité. Oui, mais alors ça voudrait dire des territoires beaucoup plus riches que d'autres et un système de péréquation qui n'existerait plus. Oui, bien Donc sûr, ce serait aussi condamné des territoires. Pourquoi ? Pour des territoires plus pauvres, des bassins de territoire où il n'y aurait plus suffisamment d'emplois, plus suffisamment de richesses. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. La République a ruiné la Lorraine. On avait les tissages, on avait le charbonnage, on avait le sel, enfin on avait un tas de choses. Mais est-ce que c'est la République ou la mondialisation qui a... La mondialisation, c'est encore une autre étape. La République a voulu la mondialisation. Oui. Elle a joué dedans.
Elle joue toujours dedans. Et d'autres monarchies européennes ont aussi accepté le principe d'une organisation d'économie mondialisée. Donc ce ne serait pas forcément un rempart contre La monarchie doit permettre. Je me ferai le défenseur de la République sur ce plateau, je vous préviens. La monarchie doit permettre une restauration du pays et de ses libertés. Mais nous ne sommes pas un parti. Donc, c'est pas nous qui gouvernerons après. Alors c'est justement ça qui est intéressant aussi dans la conception qu'on a de la monarchie. C'est vrai que quand on parle de monarchisme ou de royalisme, on a cette idée qu'on l'associe souvent effectivement à des partis, ou un parti royaliste, ou comme une politique préétablie, ou voire un retour à l'absolutisme. Enfin, il y a ces idées-là qui égrènent lorsqu'on parle de monarchie. Là, on parle vraiment d'un autre système de gouvernance ou de gouvernement. Et je pense que c'est sur ce terrain-là qu'il est intéressant de débattre. Comment est-ce qu'une société s'organise dans l'époque contemporaine autour de la figure d'un roi qui aurait un pouvoir politique à vous entendre. La première question que je me pose, c'est aussi la question de la légitimité du pouvoir. Comment est-ce qu'une personne qui ne bénéficie pas de la légitimité de l'élection peut asseoir un pouvoir effectif, et comment est-ce que ces décisions qu'il prendrait pourraient être acceptées par l'ensemble de la population? C'était accepté pendant 1000 ans. Oui, d'accord, mais je crois que c'est la bonne question en fait. Aujourd'hui, si on parlait vraiment, si on se mettait en politique fiction, oui, demain, on rétablirait une monarchie. Mais alors, il faut quand même prendre en compte que l'histoire a aussi son existence, que le pays a été travaillé par cette histoire, et y compris par l'histoire républicaine, que le monde contemporain n'est plus le monde d'hier non plus, qu'il a sa complexité propre, qu'aujourd'hui, les futurs sujets, anciennement citoyens, si on se place sous cette fiction-là, ont besoin aussi d'accepter le pouvoir qui viendrait et la prise de décision. Donc vraiment, d'où viendrait cette légitimité? Sur quoi est-ce que vous la reposez? Alors, le grand principe de la légitimité monarchique, c'est l'hérédité. Et évidemment, il faut un certain consensus de la population. Si la population totale, enfin, grande majorité est contre, la monarchie peut tomber. Ceci dit, à la Révolution française, 98% des Français étaient royalistes. Certes. Il y avait peut-être 2% de républicains, et c'est eux qui ont établi par la terreur leur république. Donc, c'est plutôt une question de... Il faut un consensus, évidemment, de la population. La monarchie est totalement différente et contraire à la dictature, qui veut établir par la force un pouvoir et, comme la République, diriger les citoyens de près, les surveiller de près, parce que justement, la République, pour les prochaines élections, le dictateur pour assouvir sa puissance. Le roi, au contraire, le principe, c'est qu'il laisse libre les gens de s'organiser. Maintenant, à eux de s'organiser. Donc, c'est pas à nous de dire comment ils vont être organisés. Donc, comme disait Charles Maurras, les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. C'est à chacun de s'organiser. Donc, c'est là où il peut y avoir effectivement des divergences entre une région ou une autre. Même une commune et une autre. Mais est-ce que ça ne serait pas retombé dans une forme de féodalité Non, à l'heure actuelle, on est en pleine féodalité financière. Mais non, au contraire. Parce que la féodalité, c'est d'avoir historiquement, c'est d'avoir justement des secteurs du territoire où une personne s'était arrogé le droit, en particulier d'avoir des forces armées, de battre monnaie. Alors ça, effectivement, c'est le niveau national. Et de décider de la paix et de la guerre. Oui, c'est ça, voilà. Mais ça, c'est pas du ressort. Ça, c'est les attributs de la souveraineté, oui, c'est ça. C'est les attributs de la souveraineté.
Mais sur le principe, alors si vous parlez de légitimité héréditaire pour la monarchie, sur quoi vous fondez le fait qu'une famille, une telle famille peut régner? Parce que effectivement, la France a connu 1000 ans de monarchie, basée sur l'idée que le roi était représentant de Dieu sur terre. Comment est-ce que vous articulez le principe religieux, si tant est qu'il faille fonder la légitimité sur la religion, dans un pays qui aujourd'hui se déchristianise de plus en plus et dont une part certainement majoritaire de la population se revendique athée? Je pense qu'il y a une revendication à ce sujet. Bon, enfin, c'est la République qui a supprimé la religion, qui la supprime toujours. Hein. La laïcité, mal comprise. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le pouvoir royal appliquait une réelle laïcité. C'était pas un pouvoir ça dépend catholique. des époques. Oui, il a été confronté à la guerre civile, il a fallu par moments faire des TTP entre protestants et catholiques. Il y avait une véritable laïcité dans le sens où le pouvoir politique était différent du pouvoir religieux. Et les rois de France se sont toujours battus pour ça, contre souvent le pape, ce qui fait que beaucoup de rois ont été excommuniés. Il y a un bouquin qui vient de paraître justement de Floto qui parle des rois excommuniés. Parce que justement, ils refusaient la mainmise religieuse sur le plan politique. Oui, mais leur légitimité deux pouvoirs et le roi était sacré. Mais la légitimité qu'ils avaient à exercer le pouvoir reposait quand même sur la reconnaissance monarchique. Dans la constitution monarchiste de l'ancienne France, il y a effectivement le fait que le roi doit être catholique. Mais alors justement, la question que je mettais en parallèle, c'était pour revenir sur la question précédente de la légitimité, puisque tu disais, Sylvain, que tu pensais que les Français accepteraient à l'avenir de se mettre autour de la figure tutélaire de la monarchie. Mais comment les Français pourraient se retrouver autour de la monarchie si eux-mêmes n'acceptent plus, ou en tout cas n'ont plus ce rapport au divin? C'est difficile de faire de la politique fiction en fait, parce que l'histoire sur le temps long, on peut pas imaginer demain une crise, on peut pas vraiment savoir en fait. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis que les gens ne sont plus religieux ou se détournent du divin. Je suis pas tout à fait d'accord. On voit bien aujourd'hui, notamment dans la jeunesse, une recherche de sens, comment dire, cette jeunesse qui sort du consumérisme à outrance, etc., et qui sent un malaise et qui se tourne vers des religions. Alors pas forcément vers la religion catholique, là je te l'accorde tout à fait. Aujourd'hui c'est plutôt le bouddhisme ou que sais-je encore, mais il y a quand même cette recherche de sens. La religion peut très bien revenir. C'est pas quelque chose d'arrêté. D'ailleurs, on peut observer des mouvements assez extraordinaires. Le pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, qui regroupe des milliers de jeunes gens sur 110 km. Là c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Le sentiment religieux, pour moi, est en train de revenir. Parce que justement, le vide laissé par la laïcité mal comprise, comme tu l'as dit, c'est tout à fait vrai. Mais par la surconsommation d'écran, etc., rien ne remplacera le spirituel. Je ne dis pas que c'est un phénomène qui est absolument inaltérable, etc. De toute façon, quand on étudie le rapport de la population par rapport au phénomène religieux, on voit bien qu'il est cyclique et qu'il y a eu des moments de rejet de la religion, d'agnosticisme ou d'athéisme revendiqués, et des moments de retour, effectivement, à une forme de spiritualité. Mais aujourd'hui, on sait bien que déjà, il y a une hétérogénéité dans les croyances sur le territoire français, qu'il y a une bonne partie de la population tout de même, et j'en fais partie, qui n'accepterait pas un pouvoir venant de la religion. J'ai plutôt tendance à repousser la religion dans le domaine du privé. Alors un pouvoir politique assis sur le phénomène religieux, honnêtement, m'inquiéterait. Mais comment est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, asseoir C'est vraiment difficile de répondre à cette question, en fait. Est-ce que le roi viendra avant la religion ou le peuple doit redevenir religieux pour prétendre à un roi? La seule chose qu'il faut quand même rappeler, c'est que le roi de France, s'il est si détaché et s'il donne autant de liberté au peuple, c'est parce qu'il n'est qu'un représentant. Il est le lieutenant du Christ. C'est le Christ, le roi de France, en réalité. C'était pas Louis XVI, c'était le Christ. Et Louis XVI était son représentant. En coupant la tête de Louis XVI, c'était un acte religieux. C'est ça que tu veux pas comprendre, c'est que la République
est religieuse à la base. C'est un système religieux, alors qu'il n'a pas d'église au sens révélé du terme, mais c'est une religion. Oui, mais elle s'est détachée des religions à partir du moment où elle s'est séparée des églises. Mais il y a des dogmes. Aujourd'hui, la laïcité est vue d'une certaine manière, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous devez faire cela, etc. Il y a des dogmes qui sont non révélés dans le sens chrétien du terme, mais il y a des dogmes tout de même. Oui, je sais que c'est notre grand débat, parce qu'on en a souvent discuté en antenne. Je sais bien que c'est notre point de divergence. Mais il ne faut pas laïcité, croire que la souveraineté est uniquement... Alors là, bon, on parle du royalisme, donc forcément on est obligé de parler de religion, mais il ne faut pas croire que la souveraineté est uniquement humaine. La souveraineté est quelque chose de supérieur. Et les gens sont demandeurs de ça, moi j'en suis persuadé. Oui. Autour de nous, oui. Et le mouvement des Gilets jaunes, personne n'en parle de ça, mais il y a aussi cette quête-là. Il n'y a pas que le prix du baril de pétrole ou le frigo vide. Il y a autre chose derrière. Il faut discuter avec les gens sur les ronds-points. Oui. Il y a autre chose derrière, une quête de sens notamment, qui peut mener vers autre chose. Qu'il y ait une quête de sens, c'est sans doute une évidence, parce que aujourd'hui, la décision politique n'est pas comprise, n'est pas toujours comprise, ou en tout cas ne semble pas servir les intérêts de ceux qu'elle devrait servir. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi envisager une rupture aussi brutale ? On pourrait très bien aussi penser à un autre système d'organisation basé effectivement, vous parliez de liberté tout à l'heure du peuple français, des personnes. Je parlerai de citoyens par commodité de langage, je sais qu'on ne sera peut-être pas forcément d'accord. Mais on pourrait très bien imaginer que le principe démocratique soit renforcé, sans nécessairement passer par la monarchie. Je ne comprends pas en fait cette idée que la monarchie serait la solution pour permettre un davantage de liberté ou davantage de pouvoir pris par le peuple pour lui-même. En quoi est-ce que la monarchie renforcerait, parce que j'ai l'impression d'entendre ça, que la monarchie renforcerait le principe démocratique. Déjà, pour une simple raison, c'est que... Oui, juste, je complète rapidement. Et comment on peut envisager une démocratie renforcée à partir du moment où on nie la citoyenneté ? C'est-à-dire comment on peut renforcer la démocratie quand on ne veut plus être citoyen mais sujet ? Justement, parce que le gros problème, pourquoi la France républicaine a centralisé au maximum et que sous couvert de décentralisation, elle continue à centraliser. Simplement parce que là, c'est le problème électoral. Il faut absolument que les citoyens sentent le poids du pouvoir central sur eux, qui est l'action que... On demande à Macron d'intervenir pour que on ait plus de pouvoir d'achat sur place dans sa ville. Oui, mais ça, c'est l'hyper-centralisation du pouvoir sous la Ve République. Ça n'a pas été toujours le cas sous les autres républiques. On pourrait très bien imaginer une république parlementaire. La grande centralisation, ça a été... la république parlementaire est encore plus centralisée que celle du pouvoir... parce que c'est pareil. Alors là, c'était chaque député qui devait montrer encore plus son pouvoir... pouvoir qu'il avait sur le plan national. Du coup, le pouvoir n'est pas concentré en un homme, mais en une assemblée. Une assemblée. Donc, c'est peut-être encore pire. Sur le plan de centralisation, historiquement, ça montre que c'est encore pire. Mais alors, la suppression de toutes les libertés locales, provinciales, professionnelles est une des premières choses qu'a fait la Révolution française, pour essayer d'unifier et de montrer son pouvoir, justement, à toute la population. C'est même plus qu'unifié, c'est vraiment indifférencié. Indifférencié. Il faut un individu lambda qui soit bien... et surtout, ce qu'a voulu faire la Révolution française, c'est pour ça qu'elle a... soit bien contrôlable. Quoi. Et ses héritiers, tous ses héritiers, s'ils veulent changer l'homme. Exactement. Faire un homme différent, qui suive... c'est ce que Robespierre voulait faire, mais ses héritiers... républicains, mais aussi les autres, comme Hitler, Staline et les autres, c'est pareil, faire un homme nouveau. La monarchie part d'un principe contraire, prendre l'homme tel qu'il est. Alors, comment pouvoir le modeler et justement de le laisser s'organiser, parce qu'il n'a pas à asseoir sa puissance sur lui.
Par contre, il joue un rôle d'arbitre. Et ça, le roi peut le faire parce que il n'a pas à se faire réélire tous les 5 ans, comme les députés. Mais alors, moi, il y a une chose que... La monarchie peut permettre. C'est pas à nous après de le faire, c'est à chaque citoyen après de s'organiser. Mais alors, moi, il y a une contradiction dont j'aimerais avoir effectivement une réponse. Si le pouvoir appartient, ou l'arbitrage en tout cas appartient au roi, que les Français deviennent effectivement sujets de la monarchie. À qui appartient la souveraineté ? Parce que dans la monarchie, la souveraineté appartient à la monarchie précisément. Vous parlez de liberté. Le roi, le père de la population. Parce que vous parlez, oui, mais vous parlez de liberté. C'est un régime qui permet la liberté individuelle. Mais alors, moi, il me semblait que justement, le principe républicain, quand il s'est mis en place, changer le titulaire de la souveraineté, où le citoyen devient titulaire d'une part, chacun est titulaire d'une part de sa souveraineté. C'est là que j'ai du mal à suivre. Comment est-ce que le principe républicain parlait de la liberté, justement parce qu'ils ont cette possibilité de prise de décision à travers les représentants. Mais on pourrait très bien imaginer à ce moment-là d'autres modalités de démocratie directe. Enfin, après, c'est des modalités qui peuvent s'exprimer aussi dans la République. Comment est-ce que, alors même que vous retirez à la population le principe décisionnaire, vous clamez à la liberté individuelle? Je vois une contradiction là-dedans. Je crois qu'il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Il y a la souveraineté. La souveraineté d'une nation, c'est pas par rapport à la population, c'est par rapport à l'extérieur qu'elle se situe. Un peuple est souverain, enfin une nation est souveraine à partir du moment où elle est indépendante. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La souveraineté, par contre, vous parlez des libertés des citoyens. Et là, c'est tout autre chose. C'est pas la souveraineté proprement dit sur le plan national. C'est ce qu'on peut s'organiser. Je reviens toujours aux mêmes choses. Le pouvoir des citoyens de s'organiser eux-mêmes. Et dans ce cas-là, dans les communes, dans les provinces, ou même sur le plan national sur certains points, pourquoi pas des référendums d'initiative citoyenne. À partir du moment où ça ne touche pas les affaires étrangères ou des choses comme ça. Le pouvoir régalien, mais autrement, pourquoi pas? Oui, mais même dans le pouvoir régalien entraîne aussi normalement un assentiment aussi des gouvernés. Ça fait partie de la politique. C'est des sujets qui sont pleinement politiques. Parlons par exemple des affaires étrangères. Une véritable politique d'affaires étrangères, si on veut qu'elle réussisse, il lui faut une continuité. Une politique étrangère, ça ne se mène pas sur 1 ou 2 ans, ça se mène sur 40 ou 50 ans. Et là, justement, il faut une continuité. Pour avoir des résultats, c'est ça. Et encore, sur certains points, on voit de UKP à Louis XVI, certains points de politique étrangère ont toujours été... certains axes ont été identiques. Et la monarchie française a toujours suivi une certaine politique. Donc c'est la continuité qui fait la réussite d'une politique étrangère. C'est pas du tout un coup par coup. Et en plus, maintenant, on n'a même plus de politique étrangère. Elle est donnée à l'Europe, ou plus exactement à Washington. Et si la population est en désaccord avec la politique étrangère menée par la monarchie, comment est-ce que vous réglez Que pourrait faire la population? Les gilets jaunes sont dans la rue, mais bon, ça va plus loin. En fait, j'ai l'impression que ta question, dans l'histoire. Vas-y, Philippe. Oui. Quand il y a eu le retournement d'alliance sous Louis XV, quand le roi de France a décidé de s'allier avec l'Autriche contre la Prusse, alors que c'était l'inverse. Effectivement, la population menée par des philosophes comme Voltaire ou d'autres, mais pour des raisons, il était payé par le roi de Prusse, donc il fallait bien qu'il défende ses idées. La population, effectivement, sauf en Lorraine. En Lorraine, c'était l'alliance entre leur ancien duc de Lorraine et le roi de France, c'était bien. Un nouveau roi de France. D'où la place d'alliance à Nancy.
Mais en fait, Louis XV a changé sa politique étrangère. Enfin, n'a pas changé de politique étrangère. Il a changé d'alliance. La France a toujours voulu empêcher une unification de l'Allemagne, qui était un danger pour la France, pour l'existence même de la France. Or, l'Autriche était le danger principal avec les Habsbourg, justement sous Louis XV. Et là, il a bien vu que le principal danger n'était plus l'Autriche, mais la Prusse, qui est d'ailleurs, on l'a vu après. Oui, ça n'a jamais été souligné, c'est juste. Donc, oui. il a changé les alliances. Ça n'a pas été compris, effectivement, par une majorité de Français, mais c'est quand même lui, justement, parce que le roi, par sa formation, dès son plus jeune âge, connaissait les grands axes de la politique étrangère que devait suivre la France. Et si nous avions suivi, nous aurions évité certainement aussi bien la guerre de 70, de 14 que de 40. C'est là où on voit là, que fait de il faut pas absolument que il y a deux domaines, c'est tout. Il y a des. Est-ce que, même si c'est toi qui anime l'émission, est-ce que je peux te poser une question ? Mais vas-y, je t'en prie. Là, Philippe vient de donner un des grands avantages du royalisme, c'est la politique sur le temps long. Pour le régalien, ça, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que toi, en tant que républicain, tu ne trouves pas que c'est un avantage que l'élection nous empêche ? Puisque notre ami Macron va être remplacé par... on pensait qu'après Hollande, on n'aurait jamais pire, mais finalement, peut-être qu'on a pire, etc., etc. La politique va changer, parce que les alliances vont changer, parce que tel lobby aura fait pression sur tel parti, qui lui-même aura fait pression sur un autre. Tout ça, c'est totalement empêché par le royalisme. Est-ce que ça te parle ou c'est quelque chose pour toi de... Non, ça me parle dans le sens où effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus la vision à long terme et on a tendance à prendre des décisions sur le court terme. De mentir aux électeurs, parce qu'il faut se faire élire. J'imputerais, oui, enfin au moins tu peux t'en débarrasser, c'est ça la différence. Tu peux te débarrasser du menteur si ne te convient pas. Mais pour un autre qui aura mieux menti. Non, moi j'imputerais le problème au quinquennat, notamment à l'alignement du législatif sur la présidentielle, au rapport des institutions qui effectivement concentrent les pouvoirs entre les mains d'un seul et qui ne pense qu'à sa réélection. Mais je vois pas bien en quoi est-ce que... Parce que moi je peux penser à un système différent dans le cadre républicain. Je pense pas que la République est une organisation qui soit immuable et qui ne peut se résumer qu'à la Ve République et à son pouvoir très concentré. Encore que la Ve République ait beaucoup changé et qu'elle n'a plus grand-chose à voir avec l'idée qu'elle prenait à l'origine. Moi, je crois, en tout cas, puisque tu m'interroges là-dessus, donc je vais défendre aussi je me permets. Je défendrai aussi mais n'hésitez pas à me contredire. Moi, je crois au projet républicain dans le sens où je dis pas qu'il a été achevé, je dis pas qu'il est parfait, mais je pense qu'il permet, en tout cas, il porte en lui un projet d'émancipation individuelle et reconnaît aussi que chacun est titulaire d'une partie du pouvoir politique, qu'il est plus sain que les tendances politiques s'expriment, qu'elles se contredisent dans une assemblée, que le débat parlementaire permet au moins ceci de faire dégager une forme de consensus, si tant est que les institutions ne mettent pas en place un fait majoritaire qui finalement s'aligne sur le pouvoir d'un seul. Donc je pense qu'il y aurait des modalités effectivement à repenser, en tout cas dans l'exercice pratique de la prise de décision et d'inclure davantage les citoyens, mais je ne veux pas renoncer au principe de citoyenneté. Et moi, c'est ça qui me reputerait, en tout cas, si c'est de passer de citoyen à un sujet, d'être sous allégeance, en quelque sorte. J'aime l'idée de me dire que oui, j'ai ma part à prendre dans la marche du monde et que je peux aussi avoir ma voix qui compte si tant est que je sais la saisir. Voilà un peu la contestation. C'est pour ça aussi, et je vous remercie d'autant plus d'être là, que je pense bien que ces arguments, vous les entendez puisqu'ils sont martelés par la majorité. J'en suis encore désolé, peut-être pour vous. L'impression d'être à BFM. C'est ça, peut-être. Mais c'est en aussi mieux ça. dit quand même. Mais c'est aussi ça qui est intéressant de vous avoir aujourd'hui. Je sais très bien qu'on va
certains râleront de laisser la parole, mon Dieu, aux anti-républicains. Mais je pense que ce dialogue-là est intéressant parce qu'il n'est jamais mené. Et que c'est un endroit ici où on peut se parler en toute franchise et de penser un peu, de voir qu'il existe dans la société deux visions d'organisation qui ont chacun leur légitimité propre, pourquoi pas, mais qui permet de confronter un peu les modèles et la façon finalement dont on se pense et dont on pense les rapports humains. Mais je crois que tu as souligné la grande différence en fait entre nos visions, c'est que pour toi la légitimité est entre guillemets horizontale, c'est-à-dire qu'elle est humaine, elle est individuelle. C'est le peuple qui doit, même c'est l'individu qui peut, par sa volonté, tu as quasiment utilisé ce terme, utiliser sa souveraineté pour changer le monde. Tandis que pour nous, la légitimité, elle est plutôt verticale. Mais je réfute pas, attention, je suis pas un horizontaliste total, ou disons que je suis pas comme certains, pas ni un anarchiste qui refuse toute autorité. Je ne dis pas que la verticalité peut avoir son avantage et doit avoir son avantage. On se choisit quand même un système de gouvernement et une légitimité de prise de décision et un pouvoir qui doit s'appliquer. Donc je suis pas contre la verticalité. Je pose la question de la légitimité de cette verticalité. Et nous on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais je pense que tous les trois nous sommes catholiques et en tant que catholiques nous savons que l'homme n'est pas parfait. Et je crois aussi que c'est pour nous la chute ça existe vraiment. C'est-à-dire qu'en nous il y a le bien et le mal. Et le peuple, là je parle peut-être plus pour moi, le peuple n'est pas fait pour diriger. Le peuple n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour être esclave d'un tyran, ça n'a rien à voir. Le peuple la communauté peut diriger sa localité sans aucun problème, comme tu l'as dit Philippe. Pourquoi pas des référendums, des initiatives citoyennes comme on dit aujourd'hui. Mais alors si le peuple, donc composé de citoyens quand même, donc d'individualité tout de même, ne peut pas diriger, pourquoi un roi le pourrait ? Ce n'est qu'un homme avec les mêmes travers et les mêmes défauts que tous les hommes. Parce que le roi a la chance là je laisserai peut-être parler les spécialistes, mais voilà, je vous ai envoyé suffisamment pour pouvoir pour pouvoir m'attaquer. Allez-y. Vas-y Philippe, vas-y. Allez-y, dégainez. Je dirais simplement une chose, le roi effectivement n'est pas quelqu'un de parfait, c'est un homme comme un autre. C'est la fonction qu'il a. Mais il a une fonction et surtout, il a un intérêt, justement par l'hérédité. Le roi a tout intérêt à ce que le pays fonctionne pour laisser à ses enfants un pays qui marche. Il n'est pas là pour 5 ans, sans mettre là, ou 7 ans, ou 8 ans, peu importe, pour essayer de ramasser au maximum. Et puis après lui, après moi le déluge. Ce que n'a jamais dit Louis XV, contrairement à que certains auteurs, plus d'un siècle ou un siècle et demi après, ont inventé. Il est là pour gouverner et pour faire en sorte que le pays qu'il va laisser à ses enfants soit plus prospère et mieux organisé qu'avant. Ce que pourrait faire un dirigeant républicain. On en revient toujours à la même chose, mais un dirigeant républicain peut aussi avoir des enfants et avoir envie de lui laisser un pays en meilleur état qu'il ne l'est. Un président héréditaire. Non. Alors à ce moment-là, c'est... Enfin, au moins la lignée de Macron n'ira pas bien loin, c'est déjà au moins le fondamental. À l'heure actuelle, les dirigeants n'ont pas beaucoup d'enfants. Oui, c'est une constante, ça, actuellement. Il y a très peu de dirigeants qui sont, qui sont soit père ou mère de famille. Qui sont Angela Merkel, je crois que c'est la Première ministre. Chez nous, dans les ministres. Première ministre anglaise, mais là, c'est pas pareil, parce que Theresa May en voulait, mais n'a pas pu en avoir d'enfants, apparemment. Ouais. Mais enfin, il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas d'enfants, effectivement. Oui, ça c'est chacun. Non, mais c'est important pour la vision du royalisme, puisque l'émission c'est sur le royalisme. Il y a quand même cette idée de famille, c'est quand même au cœur de l'idée de transmission. Exactement, le père du peuple. C'est vraiment l'image centrale. Et je pense même que les gens ont voté Macron parce qu'il pouvait représenter quelque chose. Souvenez-vous, au tout début, dans toutes les parades qu'il faisait avec beaucoup de symboles, c'était un espèce de miroir inversé du royalisme. C'était une singerie, en fait, un peu bonapartiste plutôt, même. Une singerie inversée, enfin, du royalisme, du coup. Et je pense que ça a beaucoup parlé dans la tête des gens, symboliquement. Des choses qui ne peuvent pas forcément se dire, mais ça a joué. Et bon, après, tout s'est retourné avec l'affaire Benalla, etc. Mais je pense qu'après Hollande,
l'image était très importante. Ils ont voulu prendre quelqu'un qui passait bien à la télé, qui passait bien pour l'extérieur aussi, pour l'image à l'international, etc. Bon, après, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas mis un père au pouvoir, mais un fils. Et c'est là tout le problème. La question des contre-pouvoirs dans la monarchie. Parce que, alors, imaginons une personne, un monarque, effectivement, a le pouvoir décisionnaire. Le roi pourrait être incompétent, après tout, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Hein. On a eu des rois fous. On a eu un roi fou, oui. Mais il y a c'est des un grand chambres malheur, intermédiaires. comme disaient les historiens, c'est un grand malheur quand il y a un roi fou, c'est qu'on retombe en République. Jean-Marie, Le roi n'était pas seul, il y avait des choses intermédiaires, hein, des administrations en plus, intermédiaires. Effectivement. Et en plus, il y a le conseil de la famille royale, hein, qui peut d'ailleurs ce qui s'est passé avec Charles VI. Qui a été, non pas déposé, parce que ça ne se faisait pas, mais on donnait le pouvoir au fils. Et puis, autre chose, les contre-pouvoirs, oui, effectivement. Louis XIV, quand il voulait faire un impôt dans des provinces, il fallait l'accord du Parlement de la province. Voilà, ouais. Sinon, il n'avait aucun moyen de l'imposer. Oui, enfin, le pouvoir des parlements, le pouvoir des parlements était quand même assez limité. En définitive, si le roi voulait appliquer sa mesure, il le pouvait. Ça s'est fait. Il pouvait faire un lit de justice et avoir gain de cause. Louis XIV sur la Bretagne n'a pas eu. Mais les Bretons sont particuliers, c'est vrai. Non, la Bretagne, je conçois, est l'exception. Il a eu exactement quand il a voulu remplacer dans le nord de la France la corvée par un impôt, parce qu'il fallait bien payer. Il y a des constantes, hein, comme quoi dans les régimes se succèdent. Ça lui a été refusé également. Il faut dire que la France, à l'époque, était essentiellement paysanne, et que la corvée, ça les arrangeait bien, ne pas payer d'impôts, mais plutôt faire des travaux, parce qu'ils faisaient les travaux pendant les périodes où ils n'avaient pas grand-chose à faire. Mais c'était... Non, mais... Et historiquement, ils n'avaient pas de... le roi un Louis XIV avait beaucoup moins de pouvoir qu'un Macron à l'heure actuelle. Ça doit intéresser les auditeurs de savoir que ce qui les énerve en ce moment, le prix du baril ou les 80 km/h ou que sais-je encore, tout ce qui a énervé les gens, on leur aurait demandé leur avis, quoi. C'est quand même incroyable. Il y aurait eu un parlement, on aurait pu dire non. Par région, peut-être une région aurait dit oui. Des votations comme en Suisse. Ouais. Donc, c'est un pays hérissé de liberté, la monarchie française. C'était pas une dictature. Hein. Chaque localité a sa spécificité, elle est respectée en tant que telle. Je ne parlerai pas de dictature et je suis tout à fait d'accord. En tout cas, je peux tout à fait admettre qu'aujourd'hui, la représentation qu'on a de la monarchie française, dans le grand public en tout cas, est souvent erronée, que les choses sont toujours bien plus complexes et moins manichéennes qu'elles le sont présentées. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Que dire d'autre sur la monarchie ? Comment est-ce que vous expliquez, peut-être revenir sur un petit peu le temps présent et voir qu'effectivement, c'est vrai que on peut le constater, cette idée égrène un peu aussi dans la jeunesse. Parlons un peu plus des jeunes. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que cette idée revient parfois dans une partie de la jeunesse française ? Est-ce que c'est uniquement dû à cette questionnement, cette quête de sens, comme tu Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Après, la jeunesse de 18-20 ans royaliste, je vais être honnête, je la connais pas, personnellement. En revanche, à mon avis, ça vient évidemment de la quête de sens, bien entendu, mais ça vient aussi des échecs de la République actuelle. Je pense vraiment que ça nourrit énormément le mouvement, ce qui est un mouvement royaliste vraiment important, ça, c'est nos deux amis de répondre. Mais je pense que ce sentiment, en tout cas, qui n'est pas hostile, vient de là. De dire, après tout, voilà, ils décident de rien n'est tranché. Au moins, voilà, il y aura une décision. Et est-ce qu'elle sera bonne ou pas, je ne sais pas, mais au moins, la décision sera faite. Et puis, cette idée de justice, de liberté, etc., je pense que c'est pour la jeunesse, le sentiment de liberté, c'est très important. Leur dire que sous la royauté, ils seraient plus libres, c'est un argument de poids quand même. Oui, c'est juste et c'est bien vu parce que c'est même très étonnant parce que depuis l'école, on abrutit les jeunes gens à l'idée républicaine. Où on les enrichit. Je sais pas. Où est la richesse là ?
On la devine pas. C'est vrai qu'il y a une renaissance de la jeunesse royaliste aujourd'hui. On le voit dans toutes les villes de France à l'heure actuelle. Des groupes de lycéens, d'étudiants se forment, se regroupent à l'intérieur du mouvement royaliste. Ou à l'extérieur d'ailleurs, parce que certains ne veulent pas. Les conférences sont très très jeunes. J'étais invité à Lille en septembre dernier par une association royaliste. Il y avait peut-être 40 personnes, que des moins de 30 ans. Oui. C'est vraiment... pour nous, ça Mais porte porteur d'espoir. Est-ce que c'est une adhésion, je vais être un petit peu provoque, hein. Est-ce que c'est une adhésion aux idées royalistes ou est-ce qu'aujourd'hui le royalisme c'est un peu se mettre en marginalité, avoir l'effet punk de la jeunesse? Honnêtement, je vais pas dire n'importe quoi, je sais pas. Il y a d'autres mouvements marginaux, pourtant celui-là existe bel et bien. Certaines- D'ailleurs, les universités d'été sont tous de tendance royaliste, et il y en a de nombreuses. Il y a aussi, c'est quand même aussi en parallèle, il y a le double cursus, il y a aussi le retour au catholicisme quand même. Chez en tout cas cette jeunesse que j'avais pu rencontrer. Beaucoup de jeunes qui retournent à l'église alors que leurs parents n'y allaient plus. Et qui... Comment ? Qui ramènent leurs parents à Et l'église. qui ramènent leurs c'est parents à amusant. l'église. Et qui, par la même occasion, s'intéressent au royalisme. Est-ce qu'ils seront royalistes à 100% ? Je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut les intéresser, quoi. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, et notamment depuis la Manif pour tous, où on a vu cette jeunesse, effectivement. J'en étais d'ailleurs un des premiers surpris de voir que ces mouvements étaient essentiellement composés de jeunes. Il n'y a pas qu'une jeunesse aristo, hein. Il y a une jeunesse populo qui va à l'église et qui est dans le mouvement royaliste, hein. Parce que Manif pour tous, il y avait quand même beaucoup de fils ou de filles d'eux, entre guillemets. Et ça, c'est aussi une image qu'on aimerait un peu masquer, c'est que le royalisme, c'est pas un truc d'aristocrate, quoi. Moi, je viens pas d'une famille d'aristos, bien au contraire. Nous non plus. Et voilà. Ça, c'est aussi un cliché qui est souvent donné, mais c'est vraiment faux, hein. Les gens que j'ai pu rencontrer sont des gens du peuple, quoi, Oui, tout simplement. mes parents étaient tenants à bistrot dans un quartier populaire. Mais alors, D'ailleurs, si on regarde dans le mouvement royaliste, il y a quelques aristos, c'est vrai, Oui, bah oui. mais ils sont très peu nombreux. Mhm. Il y a quelques vieilles familles, mais elles sont peu nombreuses. Pourquoi, on ne sait pas. Je dis aristo, pas de manière péjorative du tout. Non. Mais voilà, il faut bien que les auditeurs comprennent ça. C'est Non, pas parce un que dans mouvement les qui est vieilles réservé. familles, il devrait y avoir justement une transmission des traditions. Et bon, c'est pas l'essentiel dans tous nos mouvements. Et comment est-ce que, puisque vous proposez ce modèle-là aux Français, comment est-ce que vous rassurez les Français qui peut-être voient, souvent le mouvement royaliste est ramené à quelques-unes de ses franges les plus radicales. Comment est-ce que vous faites pour parler à l'ensemble de la population qui s'imagine la monarchie comme étant un système ou intolérant ou oppressif ou, voilà. Bah, comment Et d'où vient cette image-là, d'ailleurs, ce rattachement à des mouvements plus extrêmes? D'où vient l'image? C'est une image médiatique. Enfin, Oui, ça a c'est été médiatique. construit. C'est Pas des qui idées existe. fausses. Pas non plus se mentir. Il est vrai qu'une partie des mouvements d'extrême droite se retrouve dans le royalisme. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, venir présenter un projet politique qui reviendrait sur ou des libertés qui semblent acquises pour beaucoup, on parlait de liberté tout à l'heure, ça qui va du droit à disposer de son corps, qui va sur ce type de registre-là, ou alors la liberté religieuse, ou toutes ces questions qui sont des questions épineuses, qui sont sur lesquelles les gens sont vigilants parce qu'ils ne voudraient pas être dépossédés de ça. Est-ce que le mouvement royaliste D'abord, a cette tolérance-là? on pourrait parler de la liberté religieuse. Hein. La liberté religieuse, c'est pas la Révolution qui l'a faite, hein, c'était avant. Bien avant. Les protestants ont été... Bon, à un moment, il y a eu les guerres religieuses, et après, justement, il y a eu la liberté pour les protestants de s'organiser. Les juifs avaient des libertés de s'organiser comme ils le voulaient, là où ils étaient nombreux. Et là, c'est comment ça se faisait sous la monarchie, quelque chose de très pragmatique. Il ne s'agit pas d'établir des lois identiques pour tous. Les juifs qui étaient nombreux, par exemple à Bordeaux, à Strasbourg ou ailleurs, avaient leur propre organisation et avaient leur propre liberté.
s'organiser comme ils le voulaient. Ils avaient même leurs propres tribunaux. Ils ont perdu des droits avec la Ils ont Révolution. perdu des droits avec la Révolution. La première synagogue certains, en Lorraine a pas été pour créée tous. par Louis XVI, à Lunéville. Ouais, il y a celle de Nancy aussi, sous Louis XVI. Mais comment rassurer les gens, à la limite, leur Mais dire il y en qu'ils avait viennent, d'autres qui existaient avant, parce que celle d'Étain est plus vieille. Bon, moi j'ai pas fait l'inventaire. On va pas faire l'inventaire. De toute façon, mais l'émission. déjà, Louis XIV, par exemple, avait établi une mosquée à Paris, ce qui trouvait que c'était normal. Une petite mosquée, c'était pas la grande mosquée qui est actuellement. Était normal que les musulmans qui venaient à Paris ou qui habitaient Paris, parce qu'ils représentaient les pays musulmans, aient un lieu de prière. Donc vous voyez, il ne faut pas caricaturer. Il y avait des libertés religieuses. La nation française est un pays catholique, mais tolérant d'autres religions. Bon, je Voilà vous laisserai ce qui était. conclure là-dessus. L'émission, de toute façon, va toucher à sa fin. On n'aura pas le temps de développer. Un dernier mot, peut-être. Un dernier tour de table. peut-être parler de. Vraiment mouvement quelques mots, parce du- que du là, mouvement on- royaliste de Lorraine, vite fait. Oui, On y disons que sur le plan pratique, Oui. disons voilà, il existe donc le mouvement royaliste en Lorraine. C'est l'Union des sections royalistes Lorraine qui édite un journal qui s'appelle La Lorraine royaliste. Je vous ai laissé un exemplaire. Qui est donc l'adresse est 284 avenue de la Libération, c'est chez moi. La libération, tout à ça. N'y allez pas avec autre chose que des bouquets de fleurs. Et donc Dangereux, Pour les curieux, voilà. pour ceux qui veulent ou simplement vous pouvez. Vous avez un site internet ? Ceux qui seraient intéressés, il y a donc un site internet, c'est la Lorraine royaliste, simplement. C'est Unblog. D'accord. Et bien. il y a une adresse internet, c'est la Lorraine royaliste yahoo.fr. Très bien. Ceux qui. Qui sont intéressés, eh bien, au moins pourront savoir où être dirigés. En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier d'être venu. C'était courageux aussi de venir parce que. Bah, Merci si, de nous quelque avoir part, invités. quelque D'ailleurs, part, c'est une chose qu'on essaye de faire, c'est justement pour se faire connaître, pour faire connaître nos idées, de participer à des émissions comme eh la ben, vôtre. écoutez, moi, j'étais ravi On fait des de. conférences. Bien là-dessus. que radicalement en désaccord, j'étais en tout cas ravi Pour de vous l'instant. avoir. Oui, vous n'avez pas étudié le sujet. Voilà. Oui, on fait. Non, j'étais quand même ravi de vous avoir. Merci d'avoir participé à cette émission. Je tiens à dire à quelques rares détracteurs, mon Dieu, que je pourrais avoir, que Mais il eh peut bien y en c'était un avoir. joli pied de nez après tout aujourd'hui vis-à-vis d'eux, parce qu'être se réclamer de la liberté, ne pas accepter l'idée d'autrui, eh bien c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Et je pense qu'ici on a prouvé qu'on pouvait, même en étant en désaccord, se parler, et c'est toujours ce qu'il y a de plus sain, en tout cas en République. Donc le dernier mot, ce sera pour moi. C'est une petite provocation, mais j'assume. Le roi est mort, vive la République. Et vive le roi. Vive le roi. Et bravo.